Bienvenue pour cette leçon qui s'intitule Filtrage linéaire à temps discret, partie 2. Cette leçon comporte le sommaire suivant. La première rubrique s'intitule Gabarit, pôle et zéro. La seconde rubrique sera un ensemble de remarques que l'on fera à la fin de cette leçon pour résumer et pour mettre en évidence certaines choses qui sont importantes. Alors, la rubrique Gabarit, pôle et zéro va commencer par un exemple qui est la cellule du second ordre purement récursif. Pour ce filtre purement récursif du second ordre, je vous rappelle que l'équation de définition est une équation récurrente qui s'écrit sous la forme yn plus a1 yn-1 plus a2 yn-2 égale xn, où a1 et a2 vont être supposés dans toute la suite être des nombres réels. Je vous rappelle que par voie de conséquence, le polynôme dénominateur associé à la fonction de transfert de cette équation récurrente possède alors des racines qui sont soit réelles, soit complexes conjuguées. Nous allons supposer que ici, les racines sont complexes. Dans ce cas-là, vous vous souvenez que la fonction de transfert h de z étant égale à 1 sur 1 plus a1 z-1 plus a2 z-2, comme nous l'avons écrit maintes fois, en multipliant haut et bas par z2 pour obtenir des polynômes, nous allons avoir au dénominateur le polynôme z2 plus a1z plus a2. Et ce que l'on souhaite pour cet exemple qui va nous permettre de dégager un certain nombre de propriétés qualitatives des filtres, c'est que le dénominateur ait des racines qui soient complexes conjuguées. Je vous rappelle à ce moment-là que ça oblige que le discriminant delta qui vaut a1 carré moins 4a2 soit négatif. Dans ce cas, on en déduit d'ailleurs que A2 est supérieur à A1 carré sur 4, qui est donc supérieur à 0, et on en déduit donc que A2 est bien une quantité positive. Alors je vais supposer ça, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va faire apparaître pour ce type de filtre une propriété particulière. Alors prenons ici la fonction h de z qui est ici, qui est réécrite effectivement ici comme nous l'avons écrite. Maintenant, puisque les deux pôles sont complexes conjugués, je le sais, puisque les coefficients sont réels et que le discriminant est négatif, je vais pouvoir écrire que h de z, qui est égal donc par définition à 1 sur 1 plus a1z-1 plus a2z-e, quand on multiplie haut et bas par z2 et qu'on factorise le polynôme dénominateur, on va obtenir z moins p, facteur de z moins p étoile, où p et p étoile, ce sont les deux pôles complexes conjugués. Alors évidemment, le premier pôle P s'écrit ρ et puissance jθ, et le deuxième pôle P étoile s'écrit ρ et puissance moins jθ. On peut donc en déduire très facilement les relations qui relient ρ et θ au coefficient du polynôme. Il suffit de se souvenir que le produit des racines ici, qui est égal à P étoile, et donc qui est égal à ρ2, est aussi égal, comme vous en souvenez, pour un polynôme du second degré. Le produit des racines est égal à moins A1 sur 1, à A2 sur 1, et qui est donc ici égal à A2. On en déduit donc une première relation qui est ρ est égal à A racine de A2, et je vous ai fait remarquer tout à l'heure que A2 était positif, et donc cette racine carrée existe bien. Pour calculer θ, on va prendre l'autre relation classique qu'il y a entre les coefficients d'un polynôme et ses racines, à savoir la somme des deux racines. Donc P plus P étoile, tout le monde se souvient effectivement que P plus P étoile, c'est égal à moins B sur A, d'accord, c'est-à-dire dans un polynôme du second degré. Donc ici, ça va s'écrire moins A1 sur 1, et la somme des racines est aussi égale, puisque les deux racines sont complexes conjuguées, à 2 ρ cosinus θ. On en déduit donc ici que cosinus θ est donc égal à moins A1 sur 2 ρ, et comme ρ, nous venons d'établir qu'il est égal à racine de A2, on en déduit ici que cosinus θ est égal à moins A1 sur racine de A2. Donc en fait, en faisant ce petit exemple, ça nous a servi en fait d'exercice à déterminer effectivement ici de quelle façon sont reliés les pôles de cette fonction de transfert lorsque ces pôles sont purement imaginaires. La module donc de la fonction auquel on s'intéresse est représentée ici, et nous avons donc représenté ici dans le plan complexe aussi les deux pôles que nous venons de déterminer, indiqués par grand P et grand P étoile. Alors maintenant, à quoi on s'intéresse? Eh bien, à
la réponse en fréquence de ce fil. La réponse en séquence de ce fil, je vous rappelle que c'est la valeur de la transformée en Z lorsque le point Z court le long du cercle unité. Alors nous allons effectivement écrire cette expression de cette transformée en Z le long du cercle unité. En reprenant les notations précédentes, on a H de e puissance de JPF qui est donc égal à Z2 sur Z moins P facteur de Z moins P étoile. Et Z est égal ici à e puissance de JPF. Donc je l'exprime, puissance de JPF au carré sur e puissance de JPF moins P facteur de Z moins P, de e puissance, pardon, de JPF moins P étoile. Donc nous avons ici la fonction qui est la réponse en fréquence lorsque f varie le long du cercle unité. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que si l'on s'intéresse uniquement au module de cette fonction, en prenant le module ici, le module du numérateur vaut 1, et le module du numérateur, en fait, c'est l'affixe du point M qui est sur le cercle unité, moins l'affixe du pôle qui se trouve en P, multiplié par l'affixe du point qui se trouve sur le cercle unité, moins l'affixe du point P étoile qui se trouve situé dans le plan complexe à cet endroit-là. Et donc on peut écrire très facilement que la différence des affixes, c'est la longueur des segments, et donc on obtient que module de h de e puissance de JPF, c'est l'inverse du produit des longueurs des points qui vont de MP à MP étoile, c'est-à-dire ici, vous prenez la longueur de ce segment, c'est le segment MP, la longueur de ce segment, c'est le segment MP étoile, le point M court le long du cercle unité, je vous rappelle que le cercle unité est gradué en valeur de la fréquence, ici nous avons la fréquence 0, ici la fréquence 1 quart, ici la fréquence 1 demi, ici la fréquence moins 1 quart et ici la fréquence moins 1 demi, et donc effectivement ici, quand ce point va courir, on va pouvoir tracer graphiquement la forme de cette fonction-là, tout simplement en observant quand ce point se déplace, ce qui se passe pour le dénominateur et donc pour la fraction qui est ici. Alors la position des pôles et des zéros et la réponse en fréquence peuvent donc être appréciées en positionnant les pôles et en faisant courir le point sur le cercle unité. Et que voit-on quand ce point court le long du cercle unité, quand il va alors se rapprocher de la fréquence qui est à peu près située en face du pôle grand P qui est ici, on va avoir un segment MP qui est très petit, et l'inverse d'un segment très petit va donner une très grande fréquence. Alors nous avons représenté ici la fonction qui est le module du gain complexe entre 0 et 1,5 pour la fréquence. Je vous rappelle que d'habitude c'est entre 0 et 1, mais comme ici le filtre est réel, il y a une symétrie hermitienne, et donc il suffit de représenter ce module entre 0 et 1,5. Et donc, quand le point se rapproche ici de la fréquence qui est là, on va avoir une surtension. Vous voyez que ici, à peu près, c'est la fréquence 0. Ça, c'est la fréquence 0,25. On est à peu près, disons, ici, aux alentours d'une fréquence, quand on est ici, vous voyez, qui est de l'ordre, on va dire, de 0,2. C'est ce qu'on voit apparaître sur ce graphique. Et ensuite, quand le point s'éloigne ici, les segments deviennent de plus en plus longs et la réponse en fréquence décroît. Alors, on peut dire que finalement, quand on est proche du cercle unité, on va avoir une réponse en fréquence qui est très importante, et quand on s'éloigne du cercle unité, quand le pôle est très près du cercle unité, on va avoir localement près de ce pôle une réponse en fréquence qui est très grande, et quand effectivement on va s'éloigner en courant toujours sur le cercle unité, eh bien on va effectivement avoir une réponse en fréquence très faible. Donc globalement, on peut très facilement dessiner à main levée la réponse en fréquence, tout simplement en voyant comment le point grand M se déplace par rapport à la position des deux pôles qui sont ici. Alors ici, à titre de remarque, j'ai indiqué que la valeur qui était ici s'appelait une surtension. Alors pour d'où vient l'origine de ce terme, je vous rappelle une chose très simple que l'on a vue précédemment. Quand on met à l'entrée d'un filtre linéaire une sinusoïde d'amplitude cosinus de pi f0n avec une amplitude grand A, on obtient en sortie, quand le filtre est réel, un signal que je vais appeler y de n, et ce signal y de n est la même sinusoïde, mais multipliée par une quantité grand B, plus un terme de phase phi. Alors ce truc-là, nous l'avons vu. Ce que je vous dis effectivement ici qui est important à noter, c'est que lorsque l'on a mis par exemple précisément pour f0 la fréquence de résonance qui est indiquée ici, à l'endroit où j'ai marqué surtension à la résonance, c'est-à-dire là où l'amplitude est très importante, je peux avoir ici un coefficient B, je vous le rappelle, qui est égal à le module de e puissance de JPF0 à la fréquence considérée. Et donc ici, quand je suis à la fréquence FR, ce B peut être très grand. D'accord ?
Et donc on voit que partant d'une sinusoïde d'amplitude A, on obtient une sinusoïde qui est égale à, en amplitude B fois A, B pouvant prendre une valeur très grande si je me trouve au voisinage de la résonance. La conséquence directe de ça, c'est que de petites oscillations à l'entrée peuvent induire, si ces oscillations sont prises à la bonne fréquence, une amplitude des oscillations en sortie excessivement grande. C'est ce qu'on appelle couramment un phénomène de résonance. Alors vous voyez que si le point est très très près du cercle unité, cette surtension peut prendre des valeurs extrêmement grandes, voire infinies, si le pôle était précisément sur le cercle unité. Je vous rappelle que sur le cercle unité, c'est interdit parce que le filtre est alors instable. On va donc maintenant regarder ce qui se passe quand on complète cette cellule du second ordre par un terme direct correspondant au polynôme numérateur. Je vous rappelle qu'on part alors de l'équation récurrente qui est écrite ici, yn plus a1, yn-1 plus a2, yn-2 égale xn plus b1 xn-1 plus b2 xn-2. La fonction de transfert h de z s'écrit 1 plus b1 de z-1 plus b2 z-2 sur 1 plus a1 z-1 plus a2 z-2. De la même manière, tout à l'heure, quand on a fait les calculs pour dégager la position des pôles et des zéros, sur ces polynômes du second degré qu'on sait complètement résoudre, on peut aussi positionner les pôles et les zéros en déterminant respectivement les racines du polynôme numérateur et les racines du polynôme dénominateur. Je vais prendre plutôt une autre expression ici, qui est une paramétrisation un peu différente d'exactement la même chose, c'est-à-dire que je considère que ma fonction h de z est toujours un polynôme du second degré au numérateur, un polynôme du second degré au dénominateur, pour lequel, ici, le paramètre θ0 est une valeur comprise entre 0 et 2π, le paramètre θp est lui-même une valeur comprise entre 0 et 2π, et la quantité ρp qui est ici est une quantité comprise entre 0 et 1. Alors on pourrait montrer que les zéros de cette fonction de transfert sont précisément sur le cercle unité. Je vous laisse résoudre l'équation du second degré, sont précisément sur le cercle unité, et les positions de ces zéros, c'est Z0, Z0 étoile, et Z0 est précisément égal à E puissance Jθ0. C'est-à-dire que ici, nous avons effectivement un zéro qui se trouve sur le cercle unité avec un angle qui est égal à θ0. De la même manière, on pourrait calculer que les pôles, Z indice P, sont de la forme ρp et puissance Jθp, avec un signe plus ou un signe moins, c'est-à-dire que là encore, on a deux pôles complexes conjugués. L'un est positionné ici en ZP, l'autre est positionné ici de façon symétrique, puisque les racines vont par paire de complexes conjugués, dans la position ZP étoile. Donc en fait, l'étude de ce polynôme montre qu'il y a donc deux pôles et deux racines, et que la racine, c'est-à-dire le zéro du numérateur, est sur le cercle unité. On a donc la représentation qui est ici, les deux pôles que j'ai représentés ici, et les deux zéros que j'ai représentés là. De la même manière, on peut dire que l'on va pouvoir tracer de façon graphique la réponse en fréquence de ce filtre, en remarquant la chose suivante d'abord, que h de z est égal à 1 sur a de z que multiplie le polynôme b de z, c'est-à-dire j'ai volontairement séparé les deux. Je vais commencer par tracer ici le module de l'inverse de a de z, mais ça je l'ai déjà fait. Je vous rappelle qu'on avait obtenu la chose suivante. On avait obtenu dans l'intervalle de fréquence 0, 1,5 une forme de résonance comme ceci qui correspondait à la position de la résonance, c'est-à-dire à la position du pôle qui se trouve ici. Et d'autre part, ici, je vais calculer le polynôme B de Z. La seule chose dont je sois sûr pour le polynôme B de Z, c'est qu'il s'annule pour une valeur de la fréquence qui est légèrement supérieure à 0,25. Donc je vais ici le dessiner de manière quelconque, et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai ici le module du polynôme dénominateur, le module de l'inverse du polynôme dénominateur, et en faisant le produit des deux, je vais obtenir globalement une courbe ici que je vais dessiner en pointillé. Elle va avoir un peu la forme de la résonance qui est ici. Elle va venir s'annuler ici, précisément parce que le produit par 0 va donner 0, et nous allons donc obtenir graphiquement ce que l'on voit ici. C'est-à-dire on a toujours la présence d'une certaine résonance et une annulation assez brutale à la valeur de la fréquence qui est ici, puisqu'on atteint vraiment la valeur 0, puisque le 0 est vraiment sur le cercle unité. De façon générale, on peut annoncer les choses suivantes. Les pôles sont associés à la bande passante et les zéros sont associés à la bande atténuée. Alors pourquoi? Nous allons reprendre effectivement
les résultats que nous avons vus précédemment en généralisant à un plus grand nombre de pôles et à un plus grand nombre de zéros. Alors tout d'abord, effectivement, je vais reprendre le cercle unité tel que, effectivement, nous l'avons représenté précédemment. Et dans ce cas particulier, nous allons tout d'abord placer ici 3 pôles ici et 3 pôles là. Les pôles ont été placés de manière symétrique par rapport à l'axe réel, ce qui sous-entend d'ailleurs que ma fonction de transfert est réelle, c'est-à-dire que les pôles vont par paire de complexes conjugués. Et puis j'ai mis ici des zéros sur le cercle unité au nombre de 3, puis 3 en dessous, placés de manière symétrique pour dire là encore que le polynôme numérateur est un coefficient réel et que globalement la fonction de transfert est une fonction de transfert d'un filtre réel. Alors maintenant, à présent, on va utiliser le même raisonnement que précédemment. On va partir ici de la fréquence 0 qui correspond à ce point-là pour aller vers la fréquence 1/4 et enfin terminer vers la fréquence 1/2. Nous allons donc pouvoir tracer ici le module de la réponse en fréquence de ce filtre et remarquer ici comment le fait de faire déplacer le point va nous indiquer comment se comporte cette réponse en fréquence. Donc ici, je prépositionne les valeurs 0 et 1/2. Vous remarquerez ici que le dernier pôle est aux alentours de la fréquence ici F1. Donc ici, je vais la positionner. Et puis, il y a un certain nombre de fréquences ici qui correspondent au 0 et que j'indique dès à présent ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pars de ce point F égale 0. Je suis très près d'un pôle, donc le niveau d'amplitude est extrêmement grand. Quand je cours le long du cercle unité, quand je m'éloigne de ce pôle, automatiquement je suis rattrapé par le pôle qui est ici, puis par le pôle qui est là. Je n'ai jamais le temps de descendre ici jusqu'à la fréquence F1. Et à la fréquence F1 qui est indiquée ici, je vais commencer à décroître, d'accord? Et ici, pour atteindre franchement la valeur 0, lorsque je vais atteindre le 0 qui est ici, puis encore à nouveau la valeur 0 quand je vais atteindre le 0 qui est ici, et encore à nouveau la valeur 0 quand je vais atteindre le troisième 0. Et donc, globalement, on peut dire que le gabarit la réponse en fréquence de ce filtre a une allure qui est celle-ci. Je vous rappelle qu'il faut compléter par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et périodiser avec la période 1. Mais on peut voir effectivement que ce filtre laisse passer les basses fréquences et si on devait lui donner un nom, on l'appellerait donc un filtre passe-bas. Et donc on voit que le fait que les pôles qui a accroché ici le gabarit à son niveau supérieur et qui a au contraire ensuite les zéros qui sont là, mis à zéro la réponse en fréquence, a conduit effectivement à ici un filtre qui laisse passer les basses fréquences et qui coupe les hautes fréquences. Alors de façon générale, comment s'y prend-on pour travailler lorsque l'on veut dessiner un filtre? En général, on part, comme par exemple pour le filtre que je vais dessiner à présent, on part de ce qu'on appelle un gabarit. C'est-à-dire dans l'intervalle de fréquence 0 et 1/2, on va dessiner une zone qu'on va appeler la zone de bande passante, une bande qu'on va appeler la bande atténuée, donc c'est cette bande qui est ici, bande atténuée, et entre les deux, une bande qu'on a l'habitude d'appeler la bande de transition. Donc ici, on a décidé ce qu'on appelle le gabarit d'un filtre passe-bas. Alors je m'impose quelque chose en plus. J'impose ici que les ondulations dans la bande passante soient limitées à une valeur que je vais appeler delta bande passante et les atténuations dans la bande affaiblie à une amplitude que je vais appeler delta A, qui sont les ondulations dans la bande affaiblie. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce gabarit? Il veut dire la chose suivante. J'ai le droit ici de dessiner n'importe quelle fonction de filtrage pour peu qu'elle passe dans le gabarit qui est ici. Voilà. Et nous avons donc ici une première ondulation en bande passante qui est tolérée, une deuxième ondulation en bande atténuée qui est tolérée, et ici une certaine raideur dans la bande que l'on appelle, pour cette raison-là, lorsqu'on passe de la bande passante à la bande atténuée, la bande de transition. Donc voilà le gabarit d'un filtre passe-bas. Prenons un autre exemple, et maintenant à présent je vais redessiner un filtre avec la position de ces pôles et de ces zéros, et nous allons en déduire effectivement la forme de la réponse en fréquence de façon très générale. Alors regardons un peu ce qui se passe. Je prends ici un cercle unité qui est dessiné là. Je vais positionner les pôles autour de la fréquence 1/4 et je vais mettre des zéros sur les points ici du cercle unité que j'ai représenté ici. Je vous rappelle que le cercle
est gradué en fréquence, fréquence 0, fréquence 1 quart, fréquence 1 demi. Évidemment, je complète la position de ces zéros et de ces pôles par leur symétrie pour pouvoir dire que le filtre est réel. Et si je trace maintenant le gabarit en fréquence ici, je vais d'abord positionner ici une première fréquence F1, ici une deuxième fréquence F2, et je vais essayer de suivre graphiquement la forme de la réponse en fréquence. Alors regardez ici, je vais toujours représenter mes fréquences entre 0 et 1,5. Je positionne la fréquence F1, elle est quelque part par là. Je positionne la fréquence F2, elle est quelque part par là. Je positionne les deux zéros qui sont là, ici. Je positionne les deux zéros qui sont là, ici. Et qu'est-ce que je peux dire? Lorsque je cours le long du cercle unité, tout en restant à proximité de ces pôles, ça reste accroché, c'est-à-dire que je ne peux pas descendre, et je vais avoir donc une réponse en fréquence qui va faire ceci. Et lorsque je vais au contraire m'en éloigner, puis passer franchement sur la valeur de la fréquence qui correspond au zéro, je vais avoir un gabarit en fréquence qui va être comme ceci. Et donc, vous voyez que ce filtre ne laisse passer quasiment que les fréquences comprises entre F1 et F2. On dit qu'un filtre est un filtre passe-bande. De là, donc, le résultat qui est annoncé ici, les pôles que l'on a, leur position près du cercle unité va localiser ce qui est indiqué ici, c'est la bande passante. Et les zéros que l'on a placés par exemple ici au hasard sur le cercle unité va localiser ce qu'on appelle la bande atténuée et qui est ici constituée de cette bande de fréquence ici et de cette bande de fréquence qui est là. Donc en fait, de façon très facile, avec la représentation dans le plan complexe des pôles et des zéros, on peut avoir une idée assez simple de la forme de la réponse en fréquence. Alors je vous rappelle toutefois que ce calcul-là, effectivement, nécessite pour obliger la fonction à passer dans le gabarit qui est proposé, je reprends par exemple le gabarit que nous avons présenté pour le filtre passe-bas. Le gabarit, vous voyez, c'est effectivement l'obligation de passer à l'intérieur du tunnel qui est ici, et ça, pour faire passer une fonction à l'intérieur de ce tunnel, eh bien, il y a des fonctions modèles, il y a des programmes de calcul. Donc en fait, en règle générale, on ne fait pas ces calculs soi-même. On a actuellement dans les librairies mathématiques de filtrage un certain nombre de filtres issus d'ailleurs de techniques souvent prises au domaine du filtrage des signaux à temps continu, qui portent le nom de filtre de Chebyshev, filtre de Butterworth, filtre de Kaiser. Et ces fonctions-là vont vous donner à partir des entrées qui sont là, à savoir l'ondulation en bande passante, l'ondulation en bande affaiblie, la raideur de la bande de transition et les fréquences ici déterminant la bande passante et la bande atténuée, va vous donner effectivement un nombre de pôles et de zéros qui réalisent une telle fonction. Plus les pôles sont près du cercle unité, plus la constante de temps est grande. Alors effectivement, nous allons illustrer ce résultat qui est donné ici. Je vous rappelle ici donc que je prends une fonction de transfert qui a un pôle ici. Nous avons dit que plus le pôle se rapprochait du cercle unité, plus la surtension était grande, c'est-à-dire plus la résonance était aiguë. Donc quand le pôle se rapproche du cercle unité, ça entraîne résonance plus aiguë. Alors on va voir que d'un autre côté, lorsqu'on se rapproche du cercle unité, on le verra tout à l'heure à travers des démonstrations, que la constante de temps est grande. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Eh bien, imaginez par exemple que le signal d'entrée soit une sinusoïde causale, c'est-à-dire j'entends par là une sinusoïde, ça c'est l'entrée qui démarre à l'instant t égale 0, donc ça c'est l'entrée. Que se passe-t-il en sortie? Ben, je sais que asymptotiquement, quand le temps évolue, je vais aller vers la sinusoïde qui est celle qui est annoncée par la réponse en fréquence que j'avais. Je vous rappelle que quand on met une sinusoïde éternelle, on obtient une sinusoïde éternelle d'une certaine amplitude. Donc je sais que je vais aller vers un certain palier qui correspond ici au palier donné par le module de la réponse en fréquence pour la fréquence F0 de cette sinusoïde qui est mise à l'entrée. Mais au lieu d'y aller directement, je vais y aller avec une certaine rapidité. Cette rapidité, en général, on la mesure par une sorte d'exponentielle, d'accord, qui va me faire croître ici vers la valeur de l'asymptote ici avec une rapidité T0 qu'on appelle la constante de temps. Et bien, ce que je peux dire, en prenant
la présentation précédente, si je prends le pôle qui est ici, si je rapproche le pôle du cercle unité, à ce moment-là, la constante de temps T0 va augmenter. C'est-à-dire, lorsque je me rapproche du cercle unité, je vais avoir de plus en plus de mal à atteindre le palier final que je m'étais donné comme objectif à l'entrée. Alors, nous allons faire maintenant ce que j'ai appelé des remarques, globalement, c'est-à-dire, en fait, regarder un certain nombre de choses qui concernent effectivement le filtrage linéaire. Alors, la première chose que l'on voit, c'est le schéma d'un filtre, et j'ai mis schéma entre guillemets, vous allez voir pourquoi, du premier ordre purement récursif. Alors, ce schéma-là, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un dispositif électronique physique, c'est en fait un programme de calcul. Et le programme de calcul pour établir la relation entrée sortie, elle est indiquée ici par un certain nombre d'usages au point de vue synoptique, qui est un additionneur, qui veut dire qu'on additionne les deux entrées qui sont là pour fournir la sortie qui est ici, un multiplieur qui multiplie par la constante A, et ici une boîte un peu étrange à l'intérieur duquel on met Z-1, pour rappeler que Z-1 c'est un terme de retard, et donc de façon générale, quand on a le signal YN à l'entrée de cette boîte, on a automatiquement le signal YN-1 à la sortie de la boîte. Et maintenant, vous avez compris pourquoi j'ai appelé ça une mémoire. De fait, dans votre ordinateur, cette case Z-1, c'est tout simplement une case mémoire qui est utilisée pour mémoriser YN-1 lorsque je vais m'en servir à l'instant N. Alors, équivaut maintenant la réponse entrée-sortie d'un tel dispositif représenté par cette symbolique. Alors, toujours calculé au niveau des additionneurs. Qu'est-ce que je dis au niveau de l'additionneur? J'ai d'abord que YN est égal à XN. Vous le voyez ici. Et qu'est-ce que je lui rajoute à Xn? Je lui rajoute A fois Y, mais lequel de Y? Yn-1. Donc on voit qu'une structure de calcul, et c'est une structure de calcul ce schéma, cette structure de calcul correspond à ce que nous avons appelé une structure du premier ordre, c'est-à-dire une équation récurrente de la forme de celle que nous avions précédemment, mais dans le cas peut-être le plus simple, c'est-à-dire ici le polynôme dénominateur qui correspond à cette partie-là se réduit à un polynôme du premier degré, et le polynôme numérateur est une constante. Cette façon de présenter de manière symbolique le schéma de calcul d'un filtre linéaire, évidemment, se généralise à des structures un peu plus compliquées. Alors nous allons voir maintenant ce que j'ai appelé un filtre à structure directe DN. Pourquoi DN? Parce que dénominateur d'abord et numérateur ensuite. Si on prend et en appliquant effectivement un calcul très simple comme celui qu'on a fait précédemment à la sortie des additionneurs, nous allons montrer effectivement que cette structure permet effectivement de réaliser, c'est une structure de calcul, permet de réaliser effectivement la cellule du second ordre. Alors faisons le calcul. Je vais d'abord calculer effectivement la valeur de Tn qui est ici. Vous remarquerez que Tn est égal à combien? C'est à la sortie de l'additionneur, ben c'est égal à Xn, ça c'est sûr, moins A1, mais ici en ce point-là, vous remarquerez que si j'ai Tn ici, là j'ai Tn-1, donc moins A1 fois Tn-1, moins A2 fois Tn-2, qui correspond évidemment, vous l'avez compris, à la branche qui est ici. D'un autre côté, je vais associer la deuxième équation sur l'additionneur en sortie qui est ici. Yn égale, évidemment, Tn, qui rentre là-dedans, plus, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître ici un B1 Tn-1. N'oubliez pas qu'en ce point, si ici j'ai Tn, ici j'ai Tn-1, ici j'ai Tn-2. Donc ici, plus B1 Tn-1, plus B2 Tn-2. Pour faire le calcul, ne faites pas le calcul en n, faites-le directement en z. Donc vous transformez en z la première équation et l'on obtient t de z égale x de z moins le n-1 qui est ici correspond à z-1, donc moins a1 z-1 t de z moins a2 z-1 z-2 t de z. Et donc j'ai une première équation qui correspond à ce que je viens d'écrire, qui est que t de z facteur de 1 plus A1 Z-1 plus A2 Z-2 est égal précisément à X de Z. La deuxième équation, elle, je vous la remontre ici, c'est YN égale TN plus B1 TN-1 plus B2 TN-2. Je passe en transformer en Z oralement. Grand Y de Z égale TZ plus B1 TZ-1 plus B2
z-2 tz, et je vais donc obtenir l'équation suivante en z à partir de la deuxième équation directement en passant en transformé en z, t de z, facteur de 1 plus b1 z-1 plus b2 z-2. Et on voit ici, sur cette expression qui est là, que si maintenant je remplace t de z par sa valeur x de z sur a1 de z, je vais bien trouver que y de z sur x de z, qui est précisément la fonction de transfert du filtre, s'écrit bien sous la forme du rapport d'un polynôme b de z sur un polynôme a de z. Et on voit donc que cette structure des règles correspond exactement à la structure de calcul d'un filtre du second ordre, tel que nous l'avons défini. Évidemment, vous comprenez bien que cette structure-là, je n'ai pas la place sur le transparent, mais j'aurais pu la prolonger à autant de coefficients en A que je voulais et autant de coefficients en B que je voulais. Et donc cette structure de calcul est une structure qui permet en fait de mettre en œuvre n'importe quelle équation récurrente. Vous vérifierez à titre d'exercice que la structure suivante dans laquelle il y a le numérateur d'abord, les B sont ici, et le dénominateur ensuite, conduit, en faisant les calculs un peu comme nous l'avons fait sur l'exemple précédent, à aussi une fonction de transfert qui s'écrit de la même manière, y de z sur b de z égale b de z sur a de z, c'est-à-dire que la fonction de transfert h de z est bien le rapport du polynôme en b sur le rapport du polynôme en a. Et donc on a effectivement deux structures possibles, et je vous rappelle que cette structure aussi se réitère à l'ordre que l'on veut, et donc on a une structure très générale. Et ce que l'on voit ici, c'est que ces deux structures de calcul donnent les mêmes résultats mathématiquement en précision infinie. Je n'ai jamais dit que lorsque vous allez l'utiliser avec des données réelles, ces deux structures conduisaient effectivement au même résultat en sortie. Il y a des arrondis qui peuvent passer de manière très différente lorsqu'on utilise un programme de calcul plutôt qu'un autre programme de calcul. Je vous rappelle qu'un filtre peut toujours être décomposé en des filtres d'ordre du second ordre, tout simplement en utilisant une propriété ici, qui est une propriété que vous connaissez tous sur les racines d'un polynôme quelconque, que l'on peut toujours factoriser en polynôme du premier et du second degré. Ce que j'écris ici de manière un peu symbolique, j'ai grand N filtre, dans lequel ici j'ai mis un certain nombre de pôles et de zéros, et qui, mis par multiplication évidemment de la factorisation des polynômes, donne ma fonction de transfert a de z, mais je vous ai dit aussi que quand on multiplie des fonctions de transfert entre elles, on peut obtenir le même filtrage avec une cascade de filtres H1 jusqu'à H grand N, qui sont éventuellement uniquement des filtres du second ordre. Donc en fait, toutes ces structures de calcul vont donner effectivement, mathématiquement parlant, au niveau du résultat théorique, évidemment la même chose. Il n'en est pas du tout de même lorsque l'on va travailler avec des données pratiques ou des erreurs d'arrondi, en particulier sur les processeurs à virgule fixe, pourront donner des comportements de calcul différents. Structure de calcul, c'est ce que j'ai rappelé ici. Si h de z est une fraction rationnelle de la forme b de z sur a de z, en factorisant, c'est-à-dire en utilisant en fait ce que vous connaissez sur les polynômes, on peut concevoir une structure série constituée de cellules uniquement de premier ordre et du second ordre, et cette structure série, ensuite, synthétiser ça avec une cascade de filtres du premier et du second ordre. Alors là, ici, je vais prendre un filtre que j'appelle le filtre éjecteur, vous allez voir pourquoi. On va prendre ici une équation récurrente qui est caractérisée ici par un certain nombre de paramètres. Il y a un paramètre ρ qui est une valeur entre 0 et 1, un paramètre φ qui est compris entre 0 et 2π, et ce filtre-là, on peut montrer effectivement que, alors je le pose ici, calculer le gain à la fréquence 0 et à la fréquence 1,5, vous verrez que ces gains valent 1, c'est-à-dire que l'on a ici une réponse en fréquence en module qui, à la fréquence 0 et à la fréquence 1,5 vaut 1. Ça, ce sont les fréquences. Ici, j'ai 1, ici. Donc voilà, ça part de là et ici, ça va de là. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve effectivement qu'on peut calculer la valeur de phi. Je vous rappelle que phi, c'était le paramètre qui intervenait dans le cosinus. On peut calculer phi pour que le filtre rejette la fréquence 500 Hz si on échantillonne à la fréquence FE égale 8000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous rappelle que quand on travaille en fréquence réduite, il suffit, et c'est même la seule chose à retenir, de diviser par la fréquence d'échantillonnage. Donc quand je divise par la fréquence d'échantillonnage, la fréquence que je veux rejeter F0, c'est 500 divisé par 8000, qui est la fréquence d'échantillonnage.
je trouve ici une valeur qui vaut en fait 5/80e, d'accord? Et cette valeur-là, c'est la fréquence F0 qui est ici. Alors on peut montrer que le filtre précédent a une valeur égale à 0 pour la fréquence F0. Et entre les deux, il a la forme suivante. C'est-à-dire qu'un tel filtre a tendance à garder toutes les fréquences autres que la fréquence 0 et à rejeter la fréquence F0. Alors cette fréquence F0, on va donc calculer phi pour que on obtienne cette fréquence F0 égale à 5/80e. Et pour cela, il nous faut la formule qui donne phi en fonction de F0. Un petit calcul sur le polynôme du second ordre permet d'établir qu'en réécrivant la fonction h de z, en modifiant les paramètres, tout simplement en posant lambda égale 1 plus ρ2 et mu égale moins 2 ρ cosinus phi, la question de h de z s'écrit ainsi. Et on peut voir d'une part donc que pour z égale 1 et z égale moins 1, c'est-à-dire pour la fréquence 0 et la fréquence 1,5, on a 1. Pour h de z, on a h de z égale 0 pour la valeur de z0 égale les puissances de jf0. Le f0, c'est celui qu'on voudra dimensionner tout à l'heure à 5/80e et qui correspond donc par l'expression ici que j'ai déterminée du cosinus phi qui vaut 1 plus ρ2 sur 2 ρ cosinus de pi f0. Vous connaissez f0, vous voulez déterminer phi, il suffit de vous donner ρ. Et on va faire varier ρ, et on va voir quelle est la conséquence de ce ρ lorsqu'il varie. On va voir que plus ρ est voisin de 1, plus l'encoche va être effectivement, l'encoche du filtre réjecteur va être étroite. Donc voici une valeur de ρ très voisine de 1, par exemple 0,999, et voici une valeur de ρ, d'accord, qui est, elle, par exemple, de 0,9. Donc vous allez avoir une encoche plus large lorsque vous allez, pour la même fréquence F0, pour la même fréquence F0, lorsque vous allez effectivement réduire la valeur de ρ. Donc on voit ici qu'on va avoir une façon simple de dimensionner un filtre, mais on verra qu'il y a un prix à payer. Alors plus ρ est voisin de 1, plus le filtre coupe une bande étroite autour de F0, mais plus, et on va le voir sur la démonstration, la constante de temps est grande, c'est toujours pareil. Quand on s'éloigne du cercle unité, les constantes de temps sont plus rapides, et quand on se rapproche du cercle unité, les constantes de temps sont plus grandes. Alors c'est ce que nous voyons là sur les graphiques qui sont positionnés ici, le filtre à encoche, la position des pôles et des zéros qui sont en fait très très près l'un de l'autre, et voilà la constante de temps. Là pour une certaine valeur de F0, ça met du temps à atténuer la fréquence en question, et si je rapproche effectivement le pôle du cercle unité, ça mettra encore plus de temps, mais ça l'atténuera beaucoup mieux, parce que ici, il y aura beaucoup plus de fréquences autres que F0 qui passeront correctement. Pour la simulation, nous allons prendre un signal de parole bruité par une sinusoïde à 500 Hz. Le signal est échantillonné à la fréquence de 8000 Hz. Donc je vous rappelle effectivement que la formule dont je dispose pour cette simulation, c'est le cosinus phi égale 1 plus ρ2 sur 2 ρ cosinus de pi f0. La valeur de f0, c'est le fameux 500 que divise 8000, c'est-à-dire le rapport entre le brouilleur et la fréquence d'échantillonnage. Lorsque je me donne ρ, j'en déduis cosinus phi, qui est utilisé dans l'équation de filtrage. Alors la valeur de ρ, je vous le rappelle, c'est le module du pôle. Quand je vais rapprocher le pôle du cercle unité, nous allons voir ce qui se passe dans la démonstration. Ici, donc, ici, je vais lancer donc la démonstration. Je vais donc mettre d'abord un pôle à la distance 0,9 du centre des coordonnées. Nous allons obtenir donc un pôle relativement loin du cercle unité. Et nous obtenons effectivement un filtre qui a un gain égal à 1 en 0 et en 4000, c'est-à-dire à f sur 2, qui a évidemment une valeur 0 à la fréquence de 500 Hz que j'ai choisie, mais qui a une encoche assez large. Cette encoche assez large a une conséquence. Les signaux autres que le 500 Hz risquent d'être fortement atténués par la présence de ce gain en fréquence. Et donc ça peut être préjudiciable au niveau du signal original qui est brouillé par le 500 Hz. Alors maintenant, par contre, au niveau de la réponse, on s'aperçoit que c'est quasiment instantanément que le filtre oublie les conditions initiales. Alors maintenant, je vais prendre un pôle beaucoup plus près du cercle unité. Ce pôle beaucoup plus près du cercle unité, je vais le prendre en 0,9995, ce qui est vraiment très très près du cercle unité. Je vais voir apparaître effectivement maintenant un filtre qui rééjecte parfaitement le 500 Hz, qui laisse passer quasiment avec un égal à 1 toutes les autres fréquences. Donc il est quasi parfait au niveau de sa fonction de filtrage. Ce truc-là, on le paye quand même, ce
ce comportement-là, on le paye quand même un certain prix. On voit que la constante de temps, ici, est extrêmement lente. Le filtre met énormément de temps à oublier les conditions initiales. Ben, comment ça se manifeste au niveau des signaux réels? Ben, écoutons ce qui se passe. Nous avons un signal original qui est le suivant. Nous avons un signal brouillé qui est le suivant. Vous entendez effectivement en fond le brouilleur en permanence à 500 Hz sur le signal de parole. Je mets en œuvre mon filtre qui a été choisi avec une fréquence de coupure de réjection de 500 Hz et une valeur d'euro très près du cercle unité. Et voilà ce que l'on entend. Le filtre a mis un certain temps avant d'arriver à annuler la fréquence F0. Et après, eh ben, c'est fini, on n'entend plus le brouilleur. Si j'avais pris un pôle beaucoup plus près, beaucoup plus loin du cercle unité, je vais le faire, vous allez entendre effectivement que le brouilleur est quasiment annulé instantanément. Donc je vais prendre 0.9, voilà, c'est beaucoup plus loin du cercle unité. On a un filtre effectivement qui distord davantage le signal, et quand je l'écoute, vous allez avoir du mal à l'entendre parce que le dispositif de reproduction audio ne permet pas d'entendre des distorsions, mais en principe le signal que vous allez entendre ne contient plus de brouilleur, d'accord? Mais par contre, doit être légèrement distordu autour de la fréquence 500 Hz. Les gens se sont levés dans les tribunes. Voilà. Alors là, vous avez plutôt entendu le brouilleur. Il a été éteint quasi instantanément, d'accord? Mais par contre, il y a peut-être une distorsion. Alors avant de terminer, je voudrais quand même souligner une chose, c'est que en fait, le traitement que je fais est un traitement pratique. La seule chose que j'ai fait, c'est calculer le cosinus phi et ensuite appliquer bêtement l'équation récurrente suivante, qui est xn égale xn plus b1 xn-1 plus b2 xn-2 moins a1 yn-1 moins a2 yn-2, où les valeurs de b1, b2, a1, a2 sont celles que l'on a calculées à partir de la valeur de phi. Et donc c'est vraiment une mise en œuvre pratique qui a permis d'éteindre sur le signal xn qui contenait le brouilleur pour donner un signal yn qui lui était nettoyé du brouilleur. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez, pour plus d'informations, vous connecter au site de NetUno et cliquer sur MetNetU. Je vous remercie de votre attention.